Ok, on va pouvoir commencer. Il est 12h30. Donc, je vais vous parler de l'imagerie fonctionnelle, l'imagerie multiparamétrique, c'est-à-dire toutes les techniques que l'on peut utiliser aujourd'hui grâce à l'IRM pour mieux analyser nos lésions. Donc, d'abord, l'imagerie de microcirculation. Je suis sûr que vous avez déjà eu ce type de lésion qui présente cet aspect-là en hypersignal T2 au centre avec un parenchyme qui a l'air charnu en périphérie, mais avec... Je ne sais pas si vous êtes posé la même question que moi, mais vous voyez, quand on compare ici la nécrose en hypersignal T2 au centre de cette lésion, elle ne correspond pas exactement à ce qu'on voit après injection de produit de contraste. Vous voyez, il y a une espèce de no man's land entre les deux. Il y a une zone ici, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Pourquoi est-ce que ça ne rehausse pas? Pourquoi est-ce que ce n'est pas en hypersignal T2? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? En fait, on aimerait bien savoir ce qui se passe à l'intérieur, quelle est la microcirculation qui explique que ça ne rehausse pas et pourtant que ce ne soit pas complètement nécrosé. Et donc, pour pouvoir étudier cette microcirculation, aujourd'hui, on a des outils, des paramètres qui nous permettent de savoir ce qui se passe à l'intérieur de ces vaisseaux, même si on ne peut pas les voir directement en IRM. Nous, en IRM, on va voir qu'on va pouvoir mesurer quelques paramètres. Alors, ces paramètres, c'est quoi? Ça va être la perfusion, en premier. Perfusion qui correspond à quoi? En fait, qui correspond à la circulation des métabolites, du produit de contraste que vous avez injecté, du sucre, pour alimenter la tumeur. Donc, le déplacement de ces métabolites à l'intérieur des vaisseaux, d'accord, selon ces flèches rouges. Dans les tumeurs, on voit que les vaisseaux sont complètement anormaux, il y en a beaucoup plus que dans le tissu normal, et donc on comprend, en voyant cette image, pourquoi est-ce que dans les tumeurs, on va avoir une perfusion qui est augmentée par rapport au tissu bénin. L'autre paramètre qu'on va essayer de mesurer, c'est la perméabilité. Perméabilité correspond à quoi en fait? Ça correspond au passage de ces métabolites depuis le plasma, l'intérieur des vaisseaux, vers le tissu interstitiel en dehors. Donc en fait, ce passage qui permet aux tumeurs d'être alimentées en oxygène, en métabolites. Et encore une fois, vous voyez que dans les tumeurs, les vaisseaux sont complètement anormaux, beaucoup trop. On ne distingue plus ici les capillaires, les artérioles, les vénules. Et dans le tissu bénin, on voit bien ça, l'artériole, la vénule, mais les capillaires, on les reconnaît bien. Dans ce tissu anormal, on ne le reconnaît plus. Ces vaisseaux sont complètement anarchiques, beaucoup trop perméables. Perméabilité donc augmentée dans les tissus malins par rapport au tissu bénin. Troisième paramètre qu'on va essayer de mesurer correspond au volume sanguin, c'est-à-dire tout l'espace qui est à l'intérieur des vaisseaux et en dehors des cellules sanguines. Donc tout ce qui est symbolisé ici en marron. Et vous voyez que là, pour le coup, c'est pas évident. Est-ce que le volume sanguin est augmenté ou diminué par rapport au tissu normal? Là, on n'est pas très bien sûr. Fraction volumique interstitielle, c'est le quatrième paramètre, le dernier, en orange ici, qui correspond en fait à tout ce qui reste, c'est-à-dire le volume interstitiel en dehors des cellules et en dehors des vaisseaux. Vous voyez, donc en orange ici sur le tissu malin, en orange sur le tissu bénin. Et pareil, on ne sait pas très bien s'il est augmenté ou pas, on verra un petit peu plus loin ce qu'il en est. Donc comment obtenir ces paramètres? Nous, on ne voit pas les vaisseaux, on ne voit que les tissus. Donc nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit ça, après injection de produit de contraste, on voit cette tumeur qui se rehausse juste en arrière de la plaque aréolo-mamelonnaire. Et nous, ce qu'on sait faire, faire d'une région d'intérêt, puis mesurer la courbe de rehaussement à l'intérieur de ce vaisseau. Voici un petit schéma qui vous explique en fait ce que l'on va faire avec les différents logiciels d'analyse de la microcirculation, comme par exemple le logiciel EOLEA. Vous avez ici une tumeur rénale, mais c'est la même chose sur le sein. Et puis ici, l'aorte qui va amener le sang, qui va vasculariser cette tumeur. Donc pour pouvoir faire de l'analyse compartimentale avec ces logiciels, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir besoin évidemment de mesurer le rehaussement à l'intérieur du cancer, avec cette région d'intérêt qui est symbolisée ici sur ce schéma, et puis de savoir comment finalement cette tumeur est vascularisée par cette région d'intérêt qui est symbolisée ici sur ce schéma. Donc région d'intérêt sur l'aorte qui est symbolisée ici. Donc une fois que j'injecte du produit de contraste, qu'est-ce qui se passe? Le produit de contraste va passer dans l'aorte. Donc la région d'intérêt que j'avais placée sur l'aorte va me montrer un rehaussement très important, très précoce, et donc avec une grande amplitude, et puis qui est assez fugace finalement, qui redescend assez rapidement. Le traceur qu'on a injecté va arriver juste à l'entrée de la tumeur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va circuler à l'intérieur du réseau capillaire, comme ceci, dans une première phase. Donc la région d'intérêt que j'ai placée sur la tumeur, qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne un rehaussement comme ceci, qui est assez rapide, la courbe marron foncé ici, qui est assez rapide, assez intense. Ensuite, le traceur, qu'est-ce qu'il va faire? Le traceur, après donc être arrivé dans la tumeur, il va circuler dans le réseau capillaire et puis sortir. Donc cette phase
de sortie du traceur dans le réseau, dans le système interstitiel, et ben, si vous regardez sur la région d'intérêt, qu'est-ce qu'on voit? On voit une courbe qui est beaucoup plus lente, beaucoup plus progressive. Ensuite, le traceur, il va re-rentrer à l'intérieur du réseau capillaire parce que les reins font leur travail, ils lavent le sang, donc le gadolinium et la concentration de gadolinium diminue dans le sang, et donc votre courbe va montrer une décroissance relativement lente comme ceci. Donc vous l'avez compris, première phase de rehaussement va me permettre, qui correspond donc à l'arrivée du traceur dans le réseau capillaire, me permet de mesurer la perfusion. Le petit pic juste derrière, l'air sous la courbe ici, me permet de mesurer la fraction volumique plasmatique. Ensuite, la première partie de la courbe de rehaussement me donne la perméabilité sortante. Ensuite, on a la perméabilité entrante, ce qui rentre dans les capillaires depuis le tissu interstitiel. Vous reconnaissez ici le fameux paramètre 4 ans qui n'est autre en fait que le ratio entre KEP et que le produit entre KEP et la fraction volumique interstitielle. Et la fraction volumique interstitielle, finalement, c'est l'air sous cette courbe dans la deuxième partie du rehaussement. Donc si vous travaillez à toute vitesse, vous faites une acquisition toutes les secondes, vous allez parfaitement bien échantillonner cette courbe comme ceci. Vous allez avoir des points partout et donc vous allez être capable de mesurer tous les paramètres: perfusion, fraction volumique sanguine, la perméabilité et la fraction volumique interstitielle, avec ces modèles d'analyse compartimentale dont vous n'avez pas besoin ni de lire ni de comprendre puisqu'ils sont intégrés dans les logiciels. Si par contre vous travaillez lentement, vous allez mal échantillonner la première partie de la courbe. Vous voyez, la pente, on n'est pas très sûr qu'on a la bonne pente. Si ce point avait été décalé, la pente aurait été plus lente et on aurait sous-estimé la perfusion. Donc, ce qu'on va faire dans ces cas-là, c'est qu'on va laisser tomber cette première partie de la courbe. On va s'intéresser qu'à la deuxième partie de cette courbe qui vous donne donc la perméabilité et la fraction volumique interstitielle, avec des modèles beaucoup plus simples, dont le modèle de Toff, que vous avez sans doute entendu parler, qui vous permet de mesurer finalement que la perméabilité et la fraction volumique interstitielle. Donc vous, en pratique clinique, si vous travaillez très rapidement, vous avez une super machine qui vous permet de faire une acquisition très rapide de l'ordre de la seconde, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne couvrez pas tout le sein, vous couvrez juste la tumeur. Bon, là, vous allez pouvoir calculer tous les paramètres. Vous allez prendre votre séquence, vous allez la mettre dans votre logiciel et vous allez pouvoir lui demander de vous calculer tous les paramètres. Si par contre, vous êtes dans une activité clinique plus standard, que vous couvrez tous les seins, ce qu'on nous demande de faire, vous n'allez pas pouvoir aller aussi vite. Vous allez avoir une résolution, si vous avez une très très bonne machine, de l'ordre de 30 secondes, une résolution temporelle de 30 secondes, c'est-à-dire que vous faites une acquisition toutes les 30 secondes pendant 10 minutes. Et là, vous allez pouvoir faire l'acquisition de 3 paramètres, VP, cadrans, VE. Et si vous travaillez encore plus lentement, avec des machines un petit peu plus anciennes, avec des résolutions temporelles au-delà de la minute, vous n'allez plus être capable que de mesurer que 2 paramètres, la perméabilité, le fameux cadrans, et la fraction volumique interstitielle. Donc vous voyez, les logiciels, eux, ils sont capables de vous donner n'importe quel paramètre. Il faut faire attention à votre résolution temporelle. Si vous travaillez très très vite, vous pourrez leur demander de faire tout. Si vous travaillez lentement, vous pouvez leur demander de faire tout, mais ce sera faux. Il faut leur demander, faut adapter vos demandes à votre résolution temporelle. Deuxième chose, au début, je vous ai montré la courbe de rehaussement à l'intérieur de l'aorte. Et puis après, je vous en ai plus parlé. En fait, c'est important, cette courbe de rehaussement à l'intérieur de l'aorte. Certains logiciels ne prennent pas en compte ce rehaussement de l'aorte, qu'on appelle la fonction d'entrée. Et il faut en tenir compte. On avait fait une petite étude il y a quelques années qui montrait la différence lorsque vous teniez compte de cette fonction d'entrée et lorsque vous n'en teniez pas compte. Et vous voyez qu'on sous-estime les paramètres d'environ 50% pour la perméabilité, 11%, mais avec, vous voyez, une très grande déviation standard, pour la fraction volumique interstitielle. Donc, il est très important, lorsque vous avez vos logiciels, de vérifier qu'ils tiennent compte de la fonction d'entrée. Vous voyez ici la courbe, les cartes paramétriques sont complètement différentes selon que vous prenez en compte ou pas la fonction d'entrée. Maintenant, je voudrais vous parler de la théorie de l'imagerie de diffusion, sauf si vous avez déjà des questions sur l'imagerie de la microcirculation. Pas de questions? Donc on enchaîne. Imagerie de diffusion. Donc, un schéma très simple ici qui vous explique le raisonnement.
en diffusion. Alors en diffusion, vous voyez, c'est assez simple. On dit que si jamais il y a beaucoup de cellules, les protons entre les cellules, ils n'ont pas la place de se déplacer. Du coup, on considère que si ces protons ne peuvent pas se déplacer, c'est qu'il y a beaucoup de cellules. Et donc, s'il y a beaucoup de cellules, on a du tissu malin. De l'autre côté, on voit que le proton est capable de se déplacer tranquillement et pas restreint. Donc, s'il n'y a pas de restriction de ce déplacement, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de cellules. Et s'il n'y a pas beaucoup de cellules, c'est que le tissu est malin. Vous voyez, un raisonnement assez basique. Et donc, c'est ce qu'on retrouve sur nos images. Ici, une IRM chez une patiente qui avait un traitement néoadjuvant, donc l'IRM de diffusion avant traitement néoadjuvant, chimiothérapie néoadjuvante. Ici, après traitement, vous voyez qu'avant, les protons ils sont coincés, l'image est noire, ça veut dire qu'il y a beaucoup de cellules. Après, les protons ici peuvent se déplacer volontiers, l'image est blanche, donc il n'y a pas beaucoup de cellules. On voit que la densité cellulaire a diminué entre avant traitement et après traitement. Alors, comment on fait pour faire cette imagerie de diffusion? Imaginez que vous avez envie de travailler, de savoir ce qui se passe à l'intérieur de cette petite tumeur développée dans le sein gauche. Eh bien, on va appliquer différents gradients de diffusion, B50, B150, B700, B1000, qui ont en fait pour effet d'effacer le signal des protons qui ne se déplacent pas. Alors ici, vous voyez, on a à B50 une image. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit peu tout encore. On voit la tumeur, évidemment, on voit le tissu glandulaire et on voit les vaisseaux. Si on augmente le B, on met à 150, vous voyez qu'on a encore un petit peu tout. Si on met un B à 700, vous voyez qu'on commence à effacer, on n'a plus les vaisseaux. Le vaisseau qu'on voyait très bien a disparu, mais on a encore du signal T2 et du signal de diffusion. Et si on augmente encore, autour de 2000, on n'a plus que le signal de diffusion, le signal T2 est quasiment disparu. Donc c'est comme ça qu'on va faire la diffusion. On va faire une image autour de B50, une image au-dessus de B700, 750, 800. Et on va faire, à partir de ces deux acquisitions, une image paramétrique qui nous permettra de mesurer la diffusion à l'intérieur de ces vaisseaux, à l'intérieur de ces tumeurs, pardon. Je voudrais faire juste un petit rappel ici, rapidement, parce que je vais en avoir besoin dans la suite de mon exposé, sur les classifications de cancer du sein. Alors vous savez que jusqu'à maintenant, on utilise la classification OMS. Lorsque vous faites une biopsie, vous ramenez du tissu mammaire et du tumoral. Et les anapathes vont vous classer votre tumeur selon cette classification. Donc, les carcinomes non spécifiques, sur le fameux carcinome canalaire infiltrant qui n'est pas un tubuleux, qui n'est pas un médulaire, qui n'est pas un mucineux. On a les carcinomes lobulaires infiltrants. Et puis donc les autres carcinomes spécifiques, les tubuleux, médulaires et mucineux. Mais cette classification n'a pas un grand intérêt, ni pronostic, ni thérapeutique. De plus en plus, on complète cette classification par le phénotypage génétique, avec, vous savez, les luminaux A, les luminaux B, HER2 et les basaloïdes. Pour obtenir ça, on va faire une analyse génétique de l'ADN de la tumeur pour pouvoir sortir certains gènes qui permettent donc de classer ces tumeurs. Il se trouve que ces gènes, en fait, sont les gènes qui permettent de coder à la fabrication par la tumeur, sur les cellules, de récepteurs. Ainsi, si vous avez tous les gènes du type luminal A, vous allez avoir les gènes qui fabriquent les récepteurs hormonaux œstrogènes. Vous n'allez pas avoir le gène qui fabrique le récepteur HER2, et ça va être des tumeurs, vous voyez, qui ont un index de prolifération qui est relativement bas. Donc nous, si vous ne faites pas d'analyse génétique, vous êtes quand même capable, à partir des caractéristiques que l'on connaît, des récepteurs hormonaux, de l'index de prolifération, de dire, voilà, s'il est récepteur hormonal positif et puis HER2 négatif avec un Ki67 bas, moins de 14%, c'est un luminal A. De l'autre côté, le luminal B, lui, il peut coder pour le HER2. Donc c'est des tumeurs qui vont être récepteur hormonal positif, avec un HER2 positif ou pas, et un Ki67 qui est élevé. De l'autre côté, vous voyez, on va avoir, par exemple, chez les HER2, pas de récepteurs hormonaux positifs et HER2 évidemment positif. Et puis après, on a tous les basaloïdes avec les fameux triples négatifs, récepteurs hormonaux négatifs, HER2 négatifs, et puis après avec des récepteurs androgènes positifs ou pas. L'intérêt de cette classification-là, elle est d'une part thérapeutique, puisque on ne va pas traiter tous ces cancers de la même façon. Le luminal A va avoir une hormonothérapie. Ça ne sert à rien de donner des chimiothérapies à ces cancers, ils ne répondent pas. Le luminal B, il répond un peu à la chimiothérapie, donc on va en donner. Puis un traitement hormonal. Et puis si jamais ils sont HER2 positifs, le trastuzumab.
Et de l'autre côté, on va donner de la chimiothérapie au HER2 et trastuzumab s'ils sont HER2. Et les triples négatifs, ils ont des chimiothérapies spécifiques. Un autre intérêt de cette classification, c'est que vous voyez qu'on n'a pas du tout les mêmes espérances de vie, les mêmes pronostics. Vous voyez, les lumino sont bien meilleurs que les basales. Alors maintenant que je vous ai donné ces différentes techniques pour mesurer les paramètres fonctionnels et cette petite classification, quelles sont les applications finalement de toutes ces techniques? Alors première étude qui remonte déjà à 2011 avait essayé de voir si la microcirculation pouvait nous aider à distinguer le bénin du malin en mesurant donc simplement 4 ans, KEP, VE, donc vous voyez une petite résolution temporelle de 30 secondes. Et ils avaient montré effectivement que dans les cancers, 4 ans KEP était augmenté, et VE, ils ne savaient pas très bien si ça augmentait ou ça diminuait. Toujours est-il que lorsqu'ils combinaient l'analyse de 4 ans à l'analyse morphologique, en rouge, la courbe de Rock, vous voyez, était un petit peu mieux que la courbe en bleu, où on n'avait que l'analyse morphologique. Donc, concluait que ça les aidait à interpréter, à distinguer bénin-malin. Et cette analyse, elle est probablement un petit peu trop simple. Parce qu'en fait, quand vous regardez, comparez les différents types de cancers, ici on a un cancer typique de la femme âgée, qui est SBR1 par exemple, peu agressif, et ici de l'autre côté, un cancer typique d'une femme jeune, SBR3. Vous voyez que déjà la perméabilité, elle est un petit peu différente pour le cas de trans, mais surtout le KEP. Vous voyez, KEP, il est nettement plus élevé chez la patiente qui est classée SBR3 que chez la patiente qui est classée SBR1. De même, la fraction volumique interstitielle est différente. Elle est plus élevée chez la patiente de bas grade que chez la patiente de haut grade. Si on regarde maintenant les classifications, on voit que ce n'est pas la même chose non plus. Sur un luminal A, on va avoir, alors je passe le 4 ans, on va avoir des perméabilités qui sont bien plus faibles chez les luminaux A que chez les triples négatifs. Et à l'inverse, la fraction volumique interstitielle, elle est plus élevée chez les luminaux A que chez les triples négatifs. Donc vous voyez, on ne peut pas comparer, je pense que ce n'est pas une bonne idée de grouper tous les cancers et d'essayer de distinguer bénin-malin, puisqu'au départ, les cancers ils sont différents. Certains ont des perméabilités élevées, d'autres des perméabilités faibles. Si vous groupez tout ça, ça se moyenne, et du coup, on n'a plus de différence entre les différents cancers. Les carcinomes lobulaires infiltrants sont différents des carcinomes canalaires infiltrants en histo, mais en analyse de la microcirculation également. Vous voyez que dans la plupart des cas, les carcinomes lobulaires infiltrants, en fait, ils ressemblent aux luminaux A, c'est-à-dire qu'ils ont une perméabilité qui est plutôt faible et une fraction volumique interstitielle qui est élevée. Alors, quelle est, à mon avis, la meilleure indication, la meilleure utilité de l'étude de la microcirculation, et des paramètres fonctionnels en général? C'est probablement pour la surveillance des chimiothérapies néoadjuvantes. Alors, vous savez qu'on fait 3 IRM pour les chimiothérapies néoadjuvantes. On en fait une à la baseline, avant le traitement. On en fait une assez précoce, après 2 cycles de chimiothérapie. Et puis on en fait une à la phase tardive. La première, elle sert à quoi? Elle sert à essayer de prédire les réponses complètes. Et on sait que les patients qui vont avoir une réponse complète sont des patients qui ont un excellent pronostic. Elle va servir également, cette baseline, à prédire les patients qui progressent, évidemment, pour éviter les chimiothérapies inutiles et qui retarder pour rien une chirurgie. Alors, l'analyse fonctionnelle sert à quoi ici? Alors, il y a eu pas mal d'études qui ont essayé de montrer que lorsque l'on avait une diffusion qui était basse avant traitement, le traitement allait bien marcher, la chimiothérapie allait bien marcher. Et lorsque l'ADC était élevé, supérieur à 1,2, la chimiothérapie néoadjuvante n'allait pas marcher. Et ça, à la baseline. Il y a eu pas mal d'études. Nous, on a essayé de voir si ça marchait ou pas, et on s'est rendu compte que c'était exactement pareil, en fait, lorsqu'on prenait toutes les patientes, qu'on les poulait, et qu'on essayait de voir qui allait répondre et qui allait pas répondre. Chez les patientes qui allaient progresser, l'ADC était à 1,04, vous voyez. Les patientes qui avaient une réponse partielle, 1,07. Et puis les patientes qui se retrouvaient avec une réponse complète en fin de traitement, à la baseline, elles avaient un ADC à 1,05. Donc vous voyez, tous les ADC étaient pareils, quelle que soit la réponse. Donc quand on mélange toutes les patientes, ça ne marche pas. Et on s'est rendu compte que par contre, la diffusion elle était complètement différente selon le type de tumeur. On retrouve un petit peu ce qu'on vient de dire pour la perméabilité. Les SBR1 avaient une diffusion, vous voyez, qui était plus faible que les SBR3.
les récepteurs hormonopositifs avaient une diffusion qui était plus faible que les récepteurs négatifs, hormononégatifs. Et pour les index de prolifération, c'est la même chose. Si vous aviez un index de prolifération bas, vous aviez un ADC bas. Si vous aviez un index de prolifération élevé, vous aviez un ADC élevé. Donc finalement, si on reprend notre classification, les lumino A, B et C, A, B, HER, 2 et basal-lac, ben on se rend compte qu'en fait, à la base, les diffusions sont différentes, en moyenne. Si maintenant, du coup, on s'intéresse à un groupe en particulier, juste par exemple les basal-like, qui sont ceux qui donnent les meilleures réponses complètes. 30% de réponses complètes, 70% de pas de réponse du tout. Mais quand ils répondent, ils répondent. Eh bien, on se rend compte qu'à la baseline, là, on a des différences significatives. Les patientes qui vont avoir une réponse complète en fin de traitement, ben, ont un ADC beaucoup plus bas que celles qui vont avoir une réponse non complète. Et nous, on avait trouvé un seuil inférieur à 1,2. Donc là, effectivement, ça marche. Si vous prenez que les triples négatifs, un ADC bas est un facteur de bon pronostic, un ADC élevé est un facteur de mauvais pronostic. Qu'en est-il de la microcirculation? Est-ce qu'on peut prédire, comme avec la diffusion, les patients qui vont bien répondre, des patients qui ne vont pas bien répondre? Alors, on a essayé. Et cette fois-ci, en utilisant tous les critères qu'on avait. Quand on regarde juste la taille, donc je mesure la taille, ça fait tant. Est-ce que je peux dire qu'elle va répondre ou pas? Vous le savez, ça ne marche pas bien. L'ADC, là, dans cette étude, on avait pris toutes les patientes, donc je viens de vous montrer, ça ne marche pas bien non plus. La perméabilité, 4 ans, vous voyez, pas terrible pour prédire les répondeurs. VE et KEP, vous voyez, on n'est pas très bon. Au mieux, on arrive à trouver 12% des patientes qui vont répondre. Du coup, on a essayé de combiner les différentes informations dont on disposait. On a essayé de combiner la biologie. Biologie, c'est quoi? C'est savoir si elle est SBR positive, 1, 2 ou 3, si elle a des récepteurs hormonopositifs, HER positifs. À la microcirculation, j'ai marqué perfusion, mais c'est l'étude de la microcirculation, perméabilité et fraction chimique interstitielle. Et lorsque vous combinez ça, et ben là, on voit qu'on commence à améliorer nos performances. On commence à détecter les non-répondeurs, 29%, et les répondeurs, 16%. Lorsque l'on ajoute d'autres informations dont on dispose, quand vous faites votre IRM, vous disposez généralement de la NAPAT, puis vous disposez évidemment de la morphologie, il s'agit juste de la taille. Donc si vous rajoutez la taille, vous améliorez encore vos performances. Et si vous rajoutez la diffusion, vous êtes capable de détecter dès la baseline 70% des répondeurs et près de 30% des non-répondeurs. Si par contre on essaye maintenant d'affiner un petit peu, de prendre juste ce qui se passe pour les basal-like par exemple, on voit effectivement qu'avec juste par exemple la fraction volumique interstitielle, il y a une différence, mais ce n'est pas significatif. Donc juste sur un paramètre, en essayant juste dans une catégorie particulière, pour l'instant on n'arrive pas encore, comme pour la diffusion, à distinguer ceux qui vont bien répondre de ceux qui ne vont pas bien répondre. Donc ça c'était l'IRM à la baseline. Est-ce que l'imagerie de la microcirculation et de la diffusion nous aide à la phase précoce? Alors à cette phase précoce, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de détecter les mauvais répondeurs, c'est-à-dire que ceux pour qui ça ne marche pas bien, et puis ceux pour qui ça marche très très bien, chez qui il va falloir mettre un clip avant que la tumeur disparaisse complètement pour pas qu'on soit embêté au moment du repérage. Alors l'analyse fonctionnelle, pour l'instant, quand on interprète ces IRM, qu'est-ce qu'on fait? On a ça, on a la taille de la tumeur, on mesure avant, on mesure à C2. Là, on voit que ça marche pas mal, une diminution de 50% en taille, selon les critères RIS6, donc on est content. Et si on regarde la tumeur, le rehaussement dans cette tumeur, on avait un washout au départ. Le washout se transformait en courbe progressive, type 3 à un type 1, donc on est plutôt content. Là, on a une réponse concordante entre la morphologie et l'analyse fonctionnelle. Et si on rajoute la diffusion, là c'est concordant aussi, puisque on avait une diffusion qui était relativement basse. Et nous, ce qu'on veut, c'est que la densité cellulaire diminue, qu'il y ait moins de cellules. Moins de cellules, ça veut dire qu'on a un ADC qui augmente. Donc il passe de 1 à 1,5. Donc c'est concordant. La tumeur diminue en taille, on a perdu le washout et il y a moins de cellules. Donc on peut dire aux cliniciens, a priori, ton traitement il marche très bien. Et cette patiente, il s'avère qu'elle était en réponse complète après traitement. Alors, je vous rappelle, ici juste, il y a pas mal de papiers qui ont essayé de savoir. Alors, il faut une augmentation de combien pour pouvoir dire que ça marche. Vous voyez, à C1, une augmentation de 15% de l'ADC, c'est bien. À C2, c'est 25% et à C6, c'est 55%. Autre exemple, vous avez ici une patiente
Morphologiquement, ça a l'air de se passer pas mal, hein. Elle a diminué de taille environ 50% dans le petit axe. Mais vous voyez que là, ça se passe moins bien. L'analyse de la courbe montre qu'on avait au départ une courbe plutôt progressive. Et puis, après injection sur la AC2, on voit maintenant qu'on a un washout. Donc là, il y a déjà une discordance entre l'analyse morphologique et l'analyse des courbes. L'analyse morphologique, au passage, on note que la lésion ne se rehausse plus du tout pareil, hein. Je vous montre le même timing. Normalement, on est à 3 minutes ici, vous voyez. Là, on a une lésion qui se rehausse beaucoup plus et qui a plus cette nécrose qu'on avait initialement. Donc on se doute bien qu'il est en train de se passer quelque chose. Donc morphologie, réponse partielle, fonctionnelle, là on a l'impression que ça ne se passe pas bien. Et en diffusion, vous voyez que c'est la même chose. On n'a pas cette diminution de la densité cellulaire. On aurait voulu que la DC augmente. Et là, ce n'est pas le cas, vous voyez. Il reste à 1,2, donc stabilité. Donc là, on a envie de dire au clinicien, ton traitement, il n'a pas l'air de marcher très bien. Il va falloir peut-être la surveiller davantage, cette patiente, pour éventuellement switcher, prendre autre chose, pour ne pas perdre de temps. Et mais généralement, le clinicien ne connaît pas très bien la DC, il aime bien son traitement, il a vu que ça avait un petit peu diminué. Donc, on a besoin de critères supplémentaires pour essayer de convaincre le clinicien, lui dire je pense vraiment que ça ne marche pas bien. Et c'est là que la microcirculation pourrait nous aider. Vous avez ici cette patiente, un petit peu le même cas de figure, 30 par 30 avant traitement, 15 par 10 après 2 cycles de chimiothérapie, donc une émission théorique de 83%, donc une réponse partielle. Et si on regarde la microcirculation, vous voyez que le 4 ans se passe de 0,28 à 0,8, donc il a bien diminué. On avait vu au départ que les cancers avaient des perméabilités élevées, donc là ça marche bien. Que la fraction volumique interstitielle, elle augmente, voyez, donc il y a plus d'espace. Donc en gros, ça veut dire qu'il y a un peu moins de cellules, en très gros. Donc là, on est assez confiant dans nos résultats. On peut dire aux cliniciens, ça se passe pas bien, aussi bien morphologiquement qu'en analyse fonctionnelle. Et après traitement, cette patiente, vous voyez, était classée Satalov A, c'est les classifications anatomopathologiques qui indiquent qu'il y a une réponse de 100%, il n'y a plus de cellules tumorales à l'intérieur du lit tumoral. Un autre exemple, vous avez ici une patiente à la baseline tumeur de 21 par 18 mm. Après 2 cycles de chimiothérapie, vous voyez, on est à 24 par 5 mm. Donc une réponse qui est partielle de moins 50%. Si on regarde l'analyse de la microcirculation, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'analyse de la perméabilité nous montre une stabilité, 0,6, 0,4 c'est pareil, et la fraction volumique interstitielle, 17, 17. Donc ça ne bouge pas. Donc là, discordance. D'un côté, on a l'impression morphologique, ça diminue, mais vous voyez, l'analyse microcirculatoire nous montre que ça ne marche pas. Effectivement, cette patiente, en fin de traitement, était en Satalov C, c'est-à-dire une réponse de moins de 50%. Donc, vous voyez, la microcirculation ici nous apporte des arguments supplémentaires. On a plus d'arguments pour dire au clinicien, non, ton traitement, il ne fonctionne pas. Alors, il y a plein de papiers qui sont sortis. Là, je vous en ai juste sorti un qui ont essayé d'évaluer, comme pour la diffusion tout à l'heure, quel est le seuil, à partir de combien on peut dire que ça marche ou que ça ne marche pas. Et là, vous voyez ce qu'on veut normalement d'après ce papier. Alors, ça varie selon les papiers entre 40 et 50%. Vous voyez, on veut en fait des diminutions importantes de cadence. Avec 50%, vous voyez, vous avez des bonnes sensibilités, bonnes spécificités pour prédire les réponses complètes. Je parle de réponses complètes à chaque fois. Dernière phase, l'IRM tardive. Alors l'IRM tardive, elle sert à quoi? Elle sert à détecter les vraies réponses complètes, des fausses réponses complètes, ce ne sera pas le même acte chirurgical. Et puis elle va donc aider le chirurgien à choisir entre une tumorectomie et une mastectomie. Alors nous, en clinique, qu'est-ce qu'on a? On a ça avec des artefacts de temps en temps sur les tumeurs. Vous voyez votre tumeur avant traitement, puis en fin de traitement, ici, en fin de chimiothérapie, vous voyez qu'on a l'impression que ça s'est quand même bien passé, hein, il n'y a plus rien, c'est propre, on est exactement au même endroit. Alors quand on regarde le type de cancer, vous voyez que là, on a un carcinome canalaire infiltrant avec des récepteurs hormonaux négatifs, HER négatifs, donc un triple négatif. Et on sait, nous, que pour les masses, et qui sont de ce type-là, donc triple négatif, l'IRM, elle est fiable. Donc là, l'analyse de la microcirculation, elle n'est probablement pas hyper importante pour nous. Là, si vous n'avez rien sur votre IRM en fin de traitement pour ces cancers triple négatifs, et là, vous êtes tranquille. Vous pouvez dire en toute confiance à votre chirurgien, il n'y a plus rien. Quand vous avez ces patientes-là, c'est différent. Ici, vous avez un carcinome canalaire infiltrant qui est récepteur hormonal positif, Ki67 positif. Et en plus, elle a pris un traitement qui contenait du détaxane. Là, vous avez tout. C'est en plus, dernier critère, vous avez une non-masse. Lorsque vous avez des non-masses,
on est moins fiable en IRM pour prédire la réponse complète, pour prédire les réponses. Lorsque vous avez des récepteurs hormonaux, c'est la même chose. Et lorsque vous avez du taxane, c'est encore la même chose, parce que les taxanes attaquent en priorité les vaisseaux, c'est-à-dire que vos tumeurs, elles vont plus se rehausser puisqu'il n'y a plus de vaisseaux. Elles sont pourtant encore là. Donc lorsque vous avez ce type de cancer, carcinome canalaire avec des récepteurs hormonaux positifs, des non-masses, avec des taxanes, méfiez-vous. Même si vous avez ce type de patient, vous voyez, on a l'impression que ça s'est franchement bien passé. Il y a peut-être une petite distorsion ici encore, mais le rehaussement n'est pas plus important que le rehaussement glandulaire. On sait que lorsque le rehaussement n'est pas plus important que le rehaussement glandulaire, on peut le négliger. Donc là, on peut le négliger, ce rehaussement-là. Donc là, on peut dire sur la morphologie que c'est une réponse complète. Et vous en doutez bien, ce n'est pas le cas. Cette patiente-là avait en Satalov-C, vous voyez, une réponse de moins de 50%. Donc c'est peut-être chez ce type de patiente que l'analyse fonctionnelle, la microcirculation et de la diffusion pourrait être très intéressante pour essayer de prédire les réponses complètes. Et c'est donc ce qu'on a fait. Et vous voyez que effectivement, là, lorsqu'on a des masses, là vous êtes tranquille, vous pouvez dire que ça se passe bien. L'analyse, la microcirculation est d'accord avec ça. Vous montre qu'effectivement, le 4 ans, ça a baissé de façon significative, de 98%. Lorsque on a des non-masses, comme ici, il faut se méfier parce que même si votre IRM vous montre qu'il n'y a plus rien, vous voyez que l'imagerie de la microcirculation vous montre qu'il reste quand même un petit peu quelque chose. Ça a diminué, certes, mais il reste quelque chose. Et selon les seuils qu'on avait établis dans un journal, si vous n'avez pas une diminution vraiment franche de votre fraction volumique interstitielle ici, mais pour la perméabilité, c'est la même chose. Franche, ça veut dire quasiment 100%. Eh bien, il faut se méfier. Vous n'avez pas une réponse complète. Le chirurgien va tomber sur de la tumeur. À l'anapathe, vous aurez des cellules tumorales. Alors, est-ce que la diffusion peut vous aider à cette phase tardive, donc juste avant la chirurgie? Je ne pense pas. C'est comme le PET scan. Vous savez, le PET scan, on le fait avant, on le fait à C2, puis en fin de traitement, on ne le fait pas. La diffusion, c'est un peu la même chose. Parce que lorsqu'il vous reste ça, même si la diffusion vous dit ça va bien, vous allez dire non, il reste de la tumeur. Donc ça ne vous sert pas à grand-chose. Et lorsqu'il n'y a plus rien, vous n'allez pas savoir où mettre votre région d'intérêt. Vous allez mesurer du bruit et la diffusion va vous dire des bêtises. Donc la diffusion en fin de traitement, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Les limites de ces techniques, ce n'est pas toujours aussi beau que ce que je viens de vous montrer. Vous avez ici une patiente. Des fois, c'est plus compliqué. Ici, une patiente, vous voyez, sa tumeur avant traitement, c'est une non-masse avant traitement. Donc, on sait les non-masses, on se méfie. C'est pour ça qu'on avait fait la microcirculation. Vous voyez ici avant traitement. Vous voyez ici, on est juste à 2 cycles. On n'est pas à la fin. Ça aurait été intéressant, mais on n'avait pas encore l'étude est en cours. On ne l'a pas encore terminé. Vous voyez la taille 54 mm avant, 57 mm à C2. Et vous avez ici les courbes de l'analyse de la microcirculation avec les paramètres 4 ans, CKEP, donc la perméabilité, la fraction volumique interstitielle. Vous voyez qu'on a une réponse qui est discordante. Là, la perméabilité, elle a l'air d'être plutôt stable, d'augmenter un petit peu, alors que la fraction volumique interstitielle, elle diminue bien. Alors, chez cette patiente, ça allait. On avait l'impression qu'elle répondait bien, et en fait... Chez cette patiente, ces paramètres discordants ne nous permettaient pas de conclure. On ne savait pas très bien qui fallait croire. Est-ce qu'il fallait croire VE ou est-ce qu'il fallait croire la perméabilité? Donc on était un petit peu embêtés. Vous voyez, cette patiente, elle ne répondait pas bien. En fin de traitement, Satalov-C, c'est-à-dire plus de 50% de tumeurs. Donc quand les paramètres sont discordants, c'est un petit peu compliqué. Et c'est probablement dans ces cas-là qu'on a besoin d'une analyse multiparamétrique qui tient compte de tous les paramètres, pas que de la microcirculation, de la diffusion et puis également de la taille, de la biologie. Un autre exemple un petit peu similaire, vous avez la tumeur avant traitement, vous avez la tumeur après 2 cycles de chimiothérapie, vous avez les courbes ici, il y a un washout avant, il y a un washout après, donc ça ne bouge pas, on a l'impression que c'est pas très bon, et puis la taille, vous voyez, c'est la même chose, ça ne bouge pas, donc morphologiquement et fonctionnellement non quantitatif, la patiente n'a pas l'air de répondre très bien. Si on regarde l'analyse de la microcirculation, vous voyez les chiffres, la fraction volumique interstitielle, elle augmente un petit peu, pas de façon significative, et la perméabilité, elle augmente aussi. Donc nous, ce qu'on veut, c'est une diminution de la fraction, une augmentation de la fraction volumique interstitielle, ça va bien, mais on veut une diminution de la perméabilité. Là, c'est pas le cas, vous voyez, elle diminue pas la perméabilité. Donc là, on pouvait pas trop prédire, et il s'agissait finalement d'une patiente qui avait très très bien répondu à la chimiothérapie à la fin du traitement. Et puis un troisième exemple, toujours la même chose, vous voyez, avant traitement, à 2 cycles de chimiothérapie, et là des chiffres encore un petit peu discordants. Donc on est dans ces situations-là, on a vraiment besoin de cette analyse multiparamétrique.
Les autres limites, c'est quoi? Selon les logiciels que vous allez utiliser, on a des variabilités, des paramètres mesurés. Selon que vous faites avec le logiciel de Siemens ou d'une autre compagnie, les perméabilités ne vont pas être forcément les mêmes. Il y avait une étude ici qui date un petit peu maintenant, mais qui montrait qu'on avait des grandes variabilités, parce qu'en fait, tous les logiciels ne travaillent pas de la même façon. Donc si vous travaillez, travaillez toujours avec le même logiciel. Et puis en plus, c'est pas toujours la faute des logiciels, ça peut être aussi la faute du radiologue qui ne trace pas toujours forcément la même région d'intérêt. Donc on a besoin de logiciels qui sont capables de faire des mesures automatiques qui devraient diminuer ces variabilités interobservateurs. Et puis en plus, ça c'est une dernière des limites, je pense que pour l'instant, les logiciels ne proposent pas suffisamment d'analyse. L'analyse n'est pas encore assez poussée, elle nous donne des perméabilités, des valeurs de KEP, K-trans, mais on ne sait pas très bien quoi en faire encore. Bon, alors maintenant, on commence à avoir des papiers qui vous disent, oui ok, si vous avez une diminution d'au moins 50%, c'est bien, mais ce n'est pas encore suffisant, on a besoin d'aide. Notamment, on aimerait bien avoir des histogrammes, comme ici, vous voyez cette tumeur-là. On a une mesure de VE, ok, 18%. Après 2 cycles, VE passe à 21%. Bon, c'est pas très bien si c'est... Enfin, c'est 21%, excusez-moi, il y a une petite faute. 18% et 21%. Bon, c'est pas très bien si c'est significatif, si c'est suffisant pour vous dire si ça va bien répondre ou pas. Si vous regardez la cartographie, vous voyez qu'il y a beaucoup de pixels bleus, beaucoup de pixels rouges avant traitement. Et après, on a un peu moins de pixels bleus, un peu moins de pixels rouges. Et finalement... Ce qu'on aimerait savoir, c'est finalement compter le nombre de pixels rouges avant, après, parce que les pixels rouges correspondent probablement aux pixels normaux, et les pixels bleus ici, on veut que la fraction volumique augmente, donc on voudrait que les pixels bleus diminuent bien. Et c'est ce qu'on voit ici sur cette cartographie, les pixels bleus diminuent bien. Donc en fait, ce qu'on voudrait, c'est des histogrammes comme ceci, qui nous permettent de dire, ok, les pixels vraiment anormaux, ils ont disparu entre avant et après. Ça, c'est l'information qui nous intéresse. C'est dans les pixels anormaux qu'on a des anomalies de la microcirculation. Si ces pixels anormaux ont disparu, c'est que ça a bien fonctionné. Et ce sera plus intéressant, à mon avis, que des valeurs absolues de perméabilité ou de fraction volumique interstitielle. Et puis ce qu'on voudrait, je vous l'ai dit déjà, c'est des analyses multiparamétriques dans lesquelles on peut combiner tout, la morphologie, la diffusion, la spectroscopie, je ne vous ai pas parlé aujourd'hui, et puis l'analyse de la microcirculation avec des analyses d'histogrammes. Là, si on combine toutes les informations, en rajoutant en plus celles dont on dispose, la biologie, c'est un triple négatif avec des récepteurs en mono ou pas, ça, on aura vraiment toutes les informations pour pouvoir mieux traiter. Et ça, on a besoin de logiciels qui nous permettent, on pourra rentrer comme ça dans le logiciel, ça c'est dans mes rêves, on pourra rentrer, ok, c'est un triple négatif, lui il a calculé la perméabilité, il a calculé l'ADC, et il pourra nous aider à prévoir la réponse. Donc les messages à mon avis à retenir, c'est ça. Faites bien attention quand vous utilisez des logiciels d'analyse compartimentale, d'analyse de la microcirculation, faites bien attention à votre résolution temporelle. N'essayez pas de mesurer de la perfusion si vous avez une résolution temporelle de l'ordre de la minute. Le logiciel va le faire, il va vous calculer un truc, mais ça va être faux. Donc faites attention. Donc, si vous avez une résolution temporelle d'une minute, vous calculez de la perméabilité, de la fraction volumique interstitielle, c'est tout. Si vous avez une résolution temporelle de 30 secondes, vous pouvez faire de la perméabilité, de la fraction volumique interstitielle et de la fraction volumique plasmatique. Si vous êtes en dessous, de l'ordre de la seconde jusqu'à 10 secondes, vous pouvez faire de la perfusion. Et puis, il va falloir faire, grâce à l'analyse multiparamétrique, il va falloir essayer de travailler un petit peu mieux, pas regrouper toutes les tumeurs, enfin un grand pool de tumeurs, parce que je vous ai dit, les paramètres fonctionnels en fait sont différents selon le type de tumeur. Donc il va falloir maintenant, à mon avis, tenir compte de ça. Tenir compte du type de tumoral, tenir compte de la classification luminale A, luminale B, et puis donc, à mon avis, pour l'instant, les grandes indications de ces logiciels, de ces analyses de la microcirculation et de la diffusion, à mon avis, c'est vraiment pour surveiller ces chimiothérapies néoadjuvantes et essayer de prédire très en amont les patients qui vont bien répondre, des patients qui ne vont pas bien répondre. Voilà, j'ai terminé mon topo et je vous remercie de votre attention.